D'être là aujourd'hui. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier grandement l'Université de Pretoria qui me soutient depuis un certain temps à travers le professeur Lubuma ici présent. Le titre de mon exposé aujourd'hui, c'est « Modélisation et analyse mathématique de la transmission environnementale de la grippe aviaire ». Et c'est un travail qui se fait en collaboration avec un étudiant de doctorat, Feko Fossi, un collègue, Calvin Ternman, et le professeur Jean Lubuma. La grippe aviaire, comment je fais là? Alors, le titre le plan de mon exposé est celui qui suit. Je vais commencer par les motivations. Je vais présenter le modèle mathématique. Je vais parler de son analyse asymptotique. Après, je vais parler du modèle discret non standard. Et je vais faire quelques illustrations numériques pour démontrer l'effet de la transmission environnementale sur cette maladie. Alors, la grippe aviaire, vue très brièvement, il y a 15 sous-types de grippe aviaire de type H et 9 sous-types de type N. Et les sous-types H5 et H9 et H7 sont des souches qui sont particulièrement pathogènes à la volaille et aux humains. Les types H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 et H9N2 sont transmissibles à l'homme. Et parmi ces types-là, il y a des types qui sont particulièrement fortement transmissibles à l'homme, c'est les H5N1 et H7N9. Pour parler un peu de l'état de la grippe aviaire dans le monde, la Chine est le continent, le pays le plus particulièrement touché avec 6 vagues de la grippe aviaire de type A. Avec un taux de mortalité compris entre 25 et 65%, 65% de transmission, de mortalité. Et entre 2017 et 2018, l'OMS a rapporté un total de 1567 cas humains, parmi lesquels au moins 615 décès. Alors, cette infection peut toucher presque toutes les espèces d'oiseaux, mais dans ce travail, nous allons nous intéresser particulièrement aux fermes nous intéresser particulièrement à la modélisation dans des fermes industrielles. La maladie est généralement asymptomatique chez les oiseaux sauvages, mais peut devenir fortement contagieuse et entraîner une mortalité extrêmement élevée dans les élevages industriels de poulets et de dingue, et d'où son nom, le nom de peste aviaire. Alors, pour construire notre modèle, nous aurons besoin de connaître les modes de transmission. Et ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est la transmission à travers l'environnement. Il est bien connu que le virus de la grippe aviaire, peuvent survivre dans le fumier pendant plusieurs semaines. Les virus se transmettent entre oiseaux, animaux, essentiellement par la contamination aérienne, c'est-à-dire les sécrétions respiratoires qui sont transportées par l'air. Cela se fait soit par contact direct, notamment avec les sécrétions respiratoires et les matières fécales des animaux malades, par contact direct lorsque la fiente des oiseaux sèche
et se transforme en poussière avant d'être inhalée, c'est-à-dire un peu les bioaérosols comme parlait le professeur Boron avant. Elle peut se faire par contact indirect en s'exposant à des matières contaminées, la nourriture, l'eau, du matériel et des vêtements contaminés. Et la plupart des contaminations chez l'homme sont dues à de la manipulation de la volaille infectée. Alors l'objectif dans ce travail est de modéliser et étudier les effets combinés de la transmission environnementale et du débordement de la grippe aviaire dans la population humaine. Il faut dire que c'est d'abord une maladie de la volaille qui a des risques de mutation du virus et qui peut glisser dans la population humaine et avec des risques de mutation du virus peut avoir une transmission interhumaine. Mais dans ce travail, nous n'allons pas nous intéresser à la transmission interhumaine parce que c'est extrêmement rare. Nous allons nous intéresser particulièrement à la transmission environnementale. Alors, comme quelques hypothèses que nous avons mises sur notre modèle, la maladie commence chez la volaille et peut progresser dans la population des humains. Il existe des traitements antiviraux de support pour les humains. Nous supposons que la ferme est contaminante, à la fois pour la volaille et pour les humains. Nous supposons que les humains n'infectent pas. Ils n'infectent ni la volaille, ni l'environnement. Cette hypothèse est due au fait que les fermiers peuvent prendre suffisamment de précautions pour rentrer dans une ferme, qu'on soit déjà désinfecté avant d'y rentrer. Donc, les humains n'infectent pas. On va négliger la transmission interhumaine parce qu'elle est assez rare. Et enfin, comme hypothèse, on va supposer que la volaille infectée ne présente pas de symptômes visibles. Alors, sous ces hypothèses, nous avons construit ce diagramme de transmission de la maladie, où en pointillé, où la flèche et la transmission environnementale ici, le C représente, le S, le Y représente respectivement la volaille saine et la volaille asymptomatique. Le C, c'est la concentration des virus de la grippe aviaire dans l'environnement. Le S, E et I sont respectivement les humains sains, les humains latents et les humains infectés. Alors, pour prendre en compte la transmission environnementale, nous supposons ici que la volaille à travers la fiente peut déposer des virus dans l'environnement de la ferme et que les humains aussi, et que les humains infectés peuvent aussi déposer les virus dans l'environnement. Mais dans un premier temps, on va négliger la transmission des humains, l'infection des humains par l'infection de l'environnement par les humains infectés, comme je l'ai dit tantôt. Et donc, on obtient ce diagramme de transmission, duquel découlent les équations que nous avons là. Je ne vais pas m'attarder sur l'explication, mais je vais parler tout simplement des termes de transmission, des termes de transmission qui décrivent la rentrée des nouveaux infectés humains et volailles. Le terme bêta VXY sur 1 plus alpha Y, en fait, décrit la transmission, le recrutement, enfin, la naissance de nouveaux infectés due au contact entre la volaille saine et la volaille infectée asymptomatique. Et le terme bêta EXC sur C plus K, c'est précisément la transmission environnementale due à l'environnement, c'est-à-dire la volaille saine est infectée la volaille saine peut s'infecter en étant en contact avec
l'environnement de la ferme qui contient des virus. Et puis le terme TOV, SY, en fait, lui représente le glissement, le débordement de la maladie de la population de la volaille à l'humain. Et le dernier terme d'infection, c'est TOESC sur N, qui est en fait la transmission environnementale causée chez les humains, par l'environnement infecté. Et puis, nous avons supposé qu'il y a la possibilité que la volaille, qui ait des poulets infectés qui sont importés, c'est d'où le terme de 1-QA et le terme de QA. Le terme QA qui se retrouve dans l'équation de la volaille infectée. L'analyse mathématique de ce système, on démontre aisément que le système 1 là est un système dynamique dans l'ensemble oméga qui est donné là. C'est-à-dire que, précisément, c'est-à-dire que si on prend des solutions, ok, très bien, qu'on a un système, que le système 1 était véritablement un système dynamique dans oméga. Si on veut, on analyse le système de la volaille, le système de notre modèle avec la volaille, sans volaille importée, et donc Q égale à 0, et puis c'est un système où vous avez l'équilibre sans maladie, on peut calculer le R0, on peut montrer que le Z0, qui est l'équilibre sans maladie, est globalement stable en utilisant les techniques de Lyapunov et Lassalle. On peut démontrer que ce système-là admet un équilibre endémique, Z étoile, qui est lui aussi globalement asymptotiquement stable. Et la spécificité ici, c'est la démonstration de ce théorème qui utilise, heureusement, bonne nouvelle, le système est triangulaire. Et donc, on va combiner le théorème de décomposition de Vidyasagar pour réduire la taille du système. Et puis, se retrouver à démontrer la stabilité globale d'un système de dimension, de l'équilibre endémique pour un système de dimension 3. Et l'ingrédient principal ici, c'est l'extension du théorème du critère de Bendixson du lac en dimension 3, où on arrive à démontrer que notre système-là n'admet pas de solution périodique, n'admet pas de solution périodique et pas d'orbite homocline. Le modèle avec la volaille importée n'admet pas d'équilibre sans maladie, donc on a un unique équilibre positif qui lui aussi est globalement asymptotiquement stable, et la preuve utilise une fois de plus le critère de Bendixson du lac en dimension 3. Alors, nous construisons un système non standard, un schéma numérique non standard. Je ne vais pas revenir dessus parce que le professeur Lubuma a largement expliqué comment on arrive à avoir un schéma numérique non standard qui préserve les propriétés du système continu. Et la justification pourquoi avoir choisi un système, un schéma numérique non standard, c'est que nous nous sommes retrouvés avec un exemple de fausse solution négative en utilisant Runge-Kutta d'ordre 4 et ayant choisi ces conditions, ces paramètres-là, on s'est retrouvé à une solution négative. À gauche, vous avez le Runge-Kutta d'ordre 4 et à droite, vous avez notre schéma numérique non standard qui préserve effectivement, tout au moins pour ça, la positivité. On a étudié le système, comme je disais tantôt, et on a montré que c'est un schéma numérique qui est élémentairement stable. Pour illustrer nos résultats, on a simulé, vous avez le panel de gauche, c'est la stabilité de l'équilibre endémique, stabilité globale de l'équilibre endémique, lorsque Q est 0, et à droite, c'est lorsque Q est différent de 0. Enfin, nous avons regardé l'effet de la transmission environnementale et puis on a pris 3 valeurs différentes de taux E, qui est la transmission des humains, la transmission de l'environnement aux humains,
pour voir qu'effectivement, cette transmission, le nombre d'infectés augmente lorsque cette transmission est de plus en plus intense. Là, c'est le taux V qui est en fait la transmission de la volaille, de l'environnement à la volaille. Et vous avez là l'effet de la transmission, l'effet de la volaille importée. Plus on importe de la volaille infectée, plus le nombre d'infectés humains et volailles augmente. Merci pour votre aimable attention. Merci. 5 minutes de questions. Le problème a été démontré en dimension 3 par Besançon et Van den Driesch. Alors, le théorème précisément vous dit que il dit tout simplement que si en dimension 3, vous arrivez à montrer que vous n'avez pas de solution périodique, que vous n'avez pas d'orbite homocline et que votre frontière en fait n'est pas une réunion d'orbite, la frontière du domaine n'est pas une réunion d'orbite, et qu'il n'y a pas dans votre domaine ce qu'ils ont appelé les systèmes, comment ils appellent ça, je vais traduire ça en anglais, il n'y a pas de trajectoire qui relie des équilibres. Et nous avons la chance ici qu'on a démontré qu'il y avait à l'intérieur de notre domaine, il y a un seul équilibre, donc on ne pourrait pas avoir des trajectoires de lignes brisées qui relient des équilibres, parce qu'ici on a un seul équilibre. Alors si vous avez ça dans cette condition-là, alors la stabilité locale en fait entraîne la stabilité globale. On a la chance qu'on a un système dissipatif. On a la chance qu'on a un système dissipatif. Et donc, puisqu'on travaille dans le compact oméga, la dissipativité vous dit quand même que les solutions étant bornées, elles vont aller quelque part. Elles vont pas exploser. Non. On a le critère de Euler en dimension 2. Vous dites? Je vous dis. Si on a des questions monocloniques, ça peut marcher. Mais si un système qui ne connaît rien, en général, je ne pense pas que ce soit. Vous dites si on a quoi? Pour un système monotone, ça c'est vrai. Oui. Mais pour un système quelconque, je ne suis pas sûr que ça soit vrai. C'est un peu valide. Oui, c'est le papier. Oui, en fait, dans la preuve, vous passez à des... En général, on est amené à montrer qu'il y a une sorte de variété de dimension 2 qui est invariable. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. C'est-à-dire qu'ils ne montrent pas cette invariance. Oui. Ils appliquent l'état des univers alors qu'on n'a pas les bonnes conditions. Donc j'espère que ça vérifie. Oui. Dans la preuve, en fait, on va dimensionner le système et puis se réduire à une variété de dimension 2 avant d'appliquer le théorème. Ce que vous dites, c'est exactement ce qui est fait dans le détail de la preuve. C'est-à-dire qu'on se réduit en adimensionnant le système de dimension 3, on se réduit à une variété de dimension 2 et puis on applique le résultat. Voilà. Oui. Oui.